Bonjour à tous, bonjour Madame la Ministre, bonjour chers collègues, bonjour Monsieur le Président. D'abord, laissez-moi vous présenter mes vœux à l'ensemble des deux commissions, les plus sincères pour 2023, qui sera une année probablement dans laquelle nous aurons beaucoup de travaux en commun à réaliser. Madame la Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie d'abord, Madame la Ministre, de votre présence parmi nous pour nous éclairer sur le projet de loi nouveau nucléaire, dont l'examen a été confié à notre rapporteur Daniel Gremillet, président du groupe Énergie du Sénat. Cette audition est conduite en commun avec nos collègues de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qui devront toutefois quitter la réunion vers 9h, 9h15, c'est ça, Monsieur le Président, au maximum en raison de leur propre ordre du jour. Je remercie donc vivement de leur présence le Président Longeot et le rapporteur Pascal Martin, rapporteur pour avis. Nous-mêmes, Commission des affaires économiques, devrons libérer Madame la Ministre vers 9h30, je crois, au plus tard, et 45, 9h30, 9h45. Je demanderai donc à chacun de la concision dans les questions qui seront posées. On va se limiter à 1 minute par personne en raison de nos contraintes d'horaire. Avant de céder la parole au président Longeot, puis à vous, Madame la Ministre, et ensuite au rapporteur, je souhaiterais vous poser plusieurs questions sur la relance du nucléaire, car le texte que le Sénat s'apprête à examiner, s'il est utile et nous semble nécessaire, relève avant tout de la simplification normative. Or, la relance du nucléaire présente bien d'autres enjeux, bien sûr celui de la planification, du financement, de la formation, de la recherche, de la sûreté, de la sécurité ou encore du cycle du combustible. C'est en tout cas un des enseignements majeurs de notre table ronde effectuée juste avant les vacances sur la relance du nucléaire. Dans ce contexte, je souhaiterais vous poser plusieurs questions. Tout d'abord, quand le gouvernement prévoit-il de lancer la construction de nouveaux réacteurs? Sur le plan de la planification, la programmation pluriannuelle de l'énergie comporte toujours la fermeture de 12 réacteurs hors ceux de Fessenheim. Pourquoi le gouvernement n'abroge-t-il pas ces dispositions réglementaires désormais obsolètes? Sur le plan du financement, il existe en Europe des financements par fonds propres, par emprunt, par prêts régulés ou encore par participation de consommateurs électro-intensifs. Quel est le modèle de financement qui a la préférence du gouvernement? Pour ce qui concerne la formation, la filière a conduit un effort de redressement à travers le plan Excel du groupe EDF ou le plan Boost du groupe Orano. La formation ne devrait-elle pas davantage être soutenue par l'État? Et enfin, autre sujet, celui des moyens. La relance du nucléaire n'impose-t-elle pas de revaloriser ceux de l'autorité de sûreté nucléaire et du commissariat général à l'énergie atomique et aux énergies alternatives? Quant enfin au cycle du combustible, deux sujets restent pendants. Quand l'État prendra-t-il la décision de pérenniser les installations de retraitement-recyclage qui arriveront à leur 50e année de fonctionnement en 2040? Et pourquoi ne pas avoir évalué l'impact de la construction de 14 PR2 et non de 6 sur les installations de stockage gérées par l'ANDRA? Voilà, Madame la Ministre, mes premières questions. Et je laisse la parole tout de suite au président Longeot. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Heureux que nous puissions nous retrouver aujourd'hui en audition conjointe sur un sujet qui est cher à de nombreux sénateurs. Depuis le début de l'année, nos deux commissions ont été pleinement mobilisées, chacune dans leur champ de compétences, par l'importance et l'importante séquence parlementaire consacrée à notre politique énergétique. Nous avons commencé par examiner le premier texte de l'histoire de notre droit entièrement consacré aux énergies renouvelables, pour lequel la navette se poursuit, et nous continuons aujourd'hui avec l'examen de ce projet de loi relatif au nucléaire. Le parallèle s'arrête ici, car les deux textes ne sont pas comparables par leur ampleur. S'agissant du texte qui nous est soumis aujourd'hui, je laisserai les rapporteurs entrer dans le détail de la technique. Et comme ma collègue, je vous rappelle que vos questions devront être très très courtes, parce que à 9h10, on quitte cette salle, nous, pour aller entendre le candidat pressenti pour la FIT. S'agissant du texte, et je souhaiterais surtout souligner à titre liminaire que l'annonce de la relance de la filière nucléaire par le président de la République à Belfort en février dernier rompt avec près d'une décennie d'atermoiement sur cette question. À titre personnel, je me réjouis que nous sortions de cette logique qui ne m'apparaît pas compatible avec la garantie de notre souveraineté énergétique et le respect de nos objectifs climatiques. Alors, avant de laisser la parole à mes collègues, je voudrais soulever deux points. D'abord,
et ça a été déjà évoqué, pouvez-vous nous préciser le calendrier prévisionnel du gouvernement pour l'examen de la loi de programmation relative à l'énergie et au climat? Le projet de loi nucléaire risque de donner lieu à des frustrations car nous ne sommes pas amenés à parler de l'opportunité de la relance du nucléaire, mais plutôt de ses modalités pratiques. Pour donner un horizon à nos débats énergétiques, je souhaiterais que vous puissiez nous préciser le calendrier de la future loi de programmation, car le calendrier fixé dans le Code de l'énergie prévoit une adaptation de la LEP avant le 1er juillet 2023, ce qui me semble difficile à tenir, même si la phase de consultation du public est bientôt achevée. Enfin, je souhaiterais vous entendre sur les conditions périphériques de ce projet de loi qui feront que ce texte pour lequel vous demandez la validation du Parlement sera véritablement utile. Pouvez-vous nous rappeler le montant des investissements prévus par le plan France Relance et le plan France 2030 pour soutenir les filières industrielles qui participeront à la construction des nouveaux réacteurs? Je pense notamment aux investissements visant à moderniser nos outils industriels en matière de soudure, de génie civil, de travaux mécaniques, etc. Je pense aussi aux approvisionnements en matériaux critiques pour construire ces centrales et à l'approvisionnement. Enfin, pouvez-vous nous préciser votre stratégie et vos objectifs en matière de gestion des compétences et des emplois pour la filière industrielle? Combien de techniciens, ingénieurs et chercheurs seront disponibles pour la filière dans les prochaines années? Comment comptez-vous mobiliser la voie de l'apprentissage pour créer de nouvelles vocations? Voilà, je m'en tiens là et je laisse place aux échanges. Madame la ministre, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Je vais d'abord faire un propos introductif et puis répondre très rapidement aux questions qui seraient restées en souffrance par rapport à mon propos introductif. Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, avant toute chose, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette année 2023 et je nous souhaite d'adopter des textes sur l'énergie qui soient utiles pour le pays et il va en avoir un certain nombre. Une année 2023 qui s'ouvre de la meilleure des manières avec l'examen de ce texte important. Un texte qui vise à accélérer les procédures administratives de construction de nouveaux réacteurs électronucléaires en France et ainsi à raccourcir les délais de réalisation de ces projets. Ce texte permet également de baisser les coûts de ces projets en réduisant la capitalisation d'intérêt ainsi que la prime de risque. Je rappelle enfin que les charges que les charges de capital peuvent représenter pour un projet de nouveau nucléaire jusqu'à voire plus de 50% du coût complet de l'électricité. Donc, ce n'est pas complètement l'épaisseur du trait dont nous discuterons. Avant de rentrer très concrètement dans le contenu du texte, quelques mots sur le contexte. Ce contexte est d'abord celui de l'urgence d'une crise climatique qui menace nos écosystèmes, nos sociétés et l'avenir de nos enfants. D'une crise qui doit nous amener à réduire drastiquement et durablement nos émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le contexte, c'est ensuite celui de la crise énergétique que connaît notre pays et notre continent depuis l'année dernière. La guerre qui se déroule en ce moment aux portes de l'Europe en Ukraine remet profondément en cause notre approvisionnement et fragilise notre économie du fait de prix de l'énergie qui se sont envolés. Ces deux crises ont la même cause, ou en tout cas la même cause centrale, notre dépendance aux énergies fossiles, qu'il s'agisse du gaz, du charbon ou du pétrole. C'est la raison pour laquelle l'ambition du président de la République et du gouvernement, menée par la Première ministre, est de devenir le premier grand pays industriel à sortir de cette dépendance aux énergies fossiles. C'est un impératif climatique, bien sûr. C'est un impératif pour le pouvoir d'achat des Français, avoir une énergie abondante et peu chère ou moins chère. Un impératif pour la capacité d'investissement de nos collectivités et la compétitivité de nos entreprises. Un impératif pour notre indépendance énergétique et on le voit, elle est souvent reliée à l'indépendance politique. Notre stratégie pour sortir des énergies fossiles repose, vous le savez, sur 4 grands et indissociables piliers. La réduction de la consommation d'énergie avec la sobriété et l'efficacité énergétique. Je n'y reviens pas, si ce n'est pour rappeler que le plan sobriété que nous avons lancé avec la Première ministre en octobre porte ses fruits. 8,5% de réduction d'électricité, plus de 10% de réduction du gaz. Et je rappelle que cette réduction se fait dans un environnement où le prix de l'électricité et du gaz pour les ménages n'a pas ou encore peu augmenté. On parlera de 2023 de l'effet prix, mais à ce stade, nous sommes dans un horizon où nous avons le prix de l'électricité le plus bas d'Europe pour les ménages et pour les très petites entreprises. D'autre part, notre stratégie énergétique repose sur l'augmentation drastique de la production d'énergie décarbonée. Et comme vous avez pu le constater, ces 2 piliers, les énergies renouvelables, projet de loi que vous avez largement voté et qui donnera lieu à une CMP que j'espère
conclusive et positive dans les prochains jours et la relance d'un programme nucléaire. Le gouvernement recommande la relance de la construction de réacteurs EPR2, la prolongation des réacteurs en exercice. Sur ce sujet, intéressant de regarder ce qui se passe à l'international. Nombre de nos partenaires européens sont en train de bouger. Aujourd'hui, la République tchèque, la Finlande, les Pays-Bas, la Roumanie ou encore la Suède, pays connu pour son engagement environnemental, ont manifesté leur souhait de se doter de nouvelles capacités de production nucléaire ou de prolonger l'utilisation de leurs capacités nucléaires existantes, tout en misant sur les énergies renouvelables. Dans ce contexte, le projet de loi qui nous rassemble aujourd'hui vient introduire un cadre d'accélération du processus d'autorisation administrative. Ce texte ne vise, en revanche, vous l'avez mentionné, pas à décider ni de la place de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique, ni des détails d'un programme de nouveau nucléaire. Ce n'est pas un texte de programmation énergétique. Ce texte a vocation à être présenté lorsque la concertation sur l'avenir de notre mix énergétique sera terminée. Elle se termine fin janvier pour ce qui est des consultations. Vous êtes d'ailleurs invité au Forum des jeunesses qui réunira 200 jeunes de 18 à 35 ans du 19 au 22 janvier prochain. Elle fera l'objet donc d'une restitution par la Commission nationale du débat public, de travaux de préparation de la loi et d'une présentation, je l'espère, au mois de juin, qui donnera lieu ensuite à un examen. Nous n'avons pas encore précisé si c'est à l'Assemblée nationale ou si c'est au Sénat pour démarrer. Ce que nous savons, c'est que l'agenda législatif, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, sont assez chargés dans les mois qui viennent avec des projets relativement consistants, de la loi de programmation militaire en passant par le projet de loi sur les retraites. Donc, je vous donne le maximum de détails que je peux à ce stade. Cette programmation pluriannuelle de l'énergie reviendra évidemment sur la question de notre mix énergétique, c'est-à-dire la proportion de chaque type d'énergie, ainsi que sur le dimensionnement du programme du nucléaire. Vous le savez, le président de la République, dans ses propositions, s'est calé sur ce que la filière affirme être capable de faire d'ici 2050, c'est-à-dire 14 EPR d'ici 2050, avec deux curseurs de décision, 6 premiers EPR sur lesquels nous avons démarré pour ne pas perdre de temps et ne pas mettre en danger les décisions que vous pourriez prendre sur le mix énergétique donc 6 premiers EPR et une étude sur 8 EPR additionnels. L'accélération et la sécurisation juridique permise par ce texte permettra donc de ne pas mettre les procédures administratives sur le chemin critique d'une construction d'EPR à horizon 2035-2037. C'est le calendrier dans lequel nous nous plaçons. Elle permettra aussi de réduire le coût complet de l'électricité et de sécuriser juridiquement ces processus. Ce point est important car notre stratégie énergétique et climatique ne repose pas sur la perte de compétitivité de notre économie ni sur sa décroissance. Il est important aussi que le coût de l'énergie nucléaire de ce nouveau programme soit compétitif, ce qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, je le rappelle. Aujourd'hui, je rappelle que les énergies renouvelables ont un coût de sortie de l'ordre de 60 à 80 euros, par exemple, sur le photovoltaïque et sur les éoliennes, notamment marines, et que c'est dans ce niveau de prix qu'il faudrait pouvoir avoir un prix du nucléaire. Et donc ça, il faudra que nous en fassions la démonstration. C'est plus que 42. Ce qui est plus que 42, comme le souffle ma voisine, mais je crois qu'une enquête de la Cour des comptes disait que déjà en coût comblé, on pouvait estimer que 49 n'était pas un prix déraisonnable sur la partie existante déjà amortie du nucléaire. Le texte ne modifie ni le processus d'autorisation environnementale, ni le processus d'autorisation de création qui traite les enjeux de sûreté nucléaire. Ces deux autorisations restent en place de la même manière que les deux enquêtes publiques préalables. Ça, c'est pour répondre à la question de la sécurité. Le texte ne modifie pas non plus le processus de débat public qui se fait sous l'égide de la Commission nationale du débat public et qui a démarré, là aussi. Il ne percute pas le premier débat pour la construction d'une première paire de réacteurs EPR2 à Penly, qui a été lancé le 27 octobre 2022 et qui s'achèvera le 27 février 2022. Enfin, et c'est important de le préciser, ce cadre d'accélération ne s'applique que pour les projets de construction de réacteurs nucléaires qui produisent de l'électricité, donc pas qui produisent de la chaleur, qui sont localisés à proximité du périmètre de sites nucléaires existants, dont la demande d'autorisation de création est déposée dans les 15 ans qui suivent la promulgation de la présente loi.
Cela permet d'éviter la création de nouveaux sites nucléaires isolés sur le territoire et d'être compatible avec la relance de notre politique électronucléaire sans verrouiller les orientations en matière de technologie de réacteur. Le nucléaire, c'est le temps long et c'est l'anticipation. 15 ans, c'est une durée cohérente pour mettre en œuvre l'ambition fixée par le président de la République, qui est de construire donc 6 plus 8 réacteurs. Ce texte ne vient donc pas cranter la technologie des réacteurs, bien que vous connaissiez le souhait du gouvernement de recourir notamment à la technologie EPR2, puisque c'est celle qui est disponible plus ou moins sur étagère. Ces précisions étant apportées, qu'est-ce que fait la loi ? Premier élément, il commence par rendre possible la mise en compatibilité des documents locaux d'urbanisme. Les procédures existantes en matière d'urbanisme, qui ont bien changé depuis Messmer, sont incompatibles avec la complexité d'un projet de réacteur électronucléaire et la nécessité de les mettre à jour conduirait à augmenter de plusieurs années la durée de construction. Le texte permet ainsi aussi de réduire le risque juridique pour les projets du fait de la mise à jour de ces mêmes documents. Il permet ensuite de garantir le contrôle de la conformité au respect des règles d'urbanisme, tout en dispensant de permis de construire les installations et travaux portant sur la création d'un réacteur électronucléaire et des équipements et installations essentiels à son exploitation. Cela permet de réduire le risque de contentieux sur la forme, tout en laissant possible la faculté d'un recours au fond sur la conformité aux règles d'urbanisme. À compter de l'obtention, je suis désolée, c'est un texte horriblement technique, c'est pas... À compter de l'obtention de la première autorisation environnementale, le texte permet de mener en parallèle l'instruction de l'autorisation de création et les activités relatives aux constructions, aménagements, installations et travaux préalables liés au projet de réacteur nucléaire. Ces activités, par exemple les travaux de terrassement ou de construction des bureaux, les clôtures, les parkings nécessaires au chantier, pourront donc démarrer. Bien entendu, les activités liées à la spécificité du nucléaire, c'est-à-dire la construction de bâtiments destinés à recevoir le combustible, ne pourront débuter qu'à l'issue de l'autorisation de création. Il y a un parallélisme avec la loi ASAP que vous avez votée il y a 2 ans. À l'instar du projet de construction de la première paire de PR à Penly et de la deuxième paire à Gravelines, il y a des modifications à apporter aussi à la loi littorale. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon je vais perdre tout le monde. Au regard de l'intérêt particulier pour la nation de ces projets nucléaires, tant dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique que pour notre sécurité énergétique, ce texte prévoit aussi des mesures d'expropriation pour les projets de réacteurs électronucléaires reconnus d'utilité publique. Ce sont des dispositions qu'on a vues dans le passé, par exemple pour les Jeux olympiques, donc on fait là aussi un parallélisme. Ce texte rassemble enfin en différents articles au niveau du gouvernement l'ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation du projet afin d'amplifier la logique de pilotage. L'octroi des autorisations par décret sécurise juridiquement le projet, les contentieux étant gérés directement par le Conseil d'État en premier et dernier ressort. C'est également un gain de temps et un gain d'efficacité. De manière plus subsidiaire, ce texte vient sécuriser des procédures administratives qui concernent la prolongation des réacteurs nucléaires existants et clarifie la procédure de réexamen périodique des réacteurs électronucléaires qui a lieu tous les 10 ans. C'est une façon de répondre à votre préoccupation sur la fermeture de réacteurs nucléaires qui aujourd'hui est prévue dans la loi. Je rappelle que nos réacteurs nucléaires ont été construits pour 40 ans, que nous avons fait le choix de les prolonger jusqu'à 50 ans, que si nous voulons aller au-delà de 50 à 60 ans, il faudra qu'ils repassent encore une visite qui sera particulièrement exigeante et qu'il faut surtout nous mettre en position d'être capable de passer cette visite, puisque l'orientation du président de la République est très claire pour lever cette ambiguïté, c'est de prolonger au maximum nos réacteurs nucléaires existants en sécurité. Il ratifie... Non, on n'a pas besoin de ça puisque ça arrive en 2035, donc c'est surtout on a besoin d'avoir une conduite de projet et vous aurez l'occasion de mettre le décret, de faire ajuster le décret dans le cadre de la PPE dans quelques mois. Donc il n'y a pas de problème sur le chemin critique de ces décisions. Il ratifie une ordonnance portant diverses dispositions en matière de nucléaire qui datait de 2016 et vient corriger des incohérences sur la caractérisation d'un arrêt définitif de réacteur. Là aussi, c'est une réponse à votre question, Madame la Présidente, au regard du retour d'expérience de certains arrêts longs résultant de difficultés techniques comme à Flamanville. Alors, quand le lancement, nous avons déjà préempté, je dirais, des procédures administratives pour ne pas perdre de temps, mais le lancement, la décision de nouveaux réacteurs nucléaires, c'est vous qui la prenez dans la loi énergie-climat cet été. Le programme de la PPE, 12 fermetures, j'ai répondu. Ces fermetures
seront donc revisités à l'aune de cette loi que vous voterez. Mais en tout état de cause, nous nous donnons les moyens de prolonger les réacteurs nucléaires au maximum. La position de l'exécutif est sans ambiguïté. Sur le financement, nous n'avons pas encore tranché la voie qui sera préférée, mais en tout état de cause, il y aura un enjeu de régulation dans le cadre du fonctionnement du marché de l'électricité européen. Sur la question de la formation, vous le savez, nous avons tout l'effort de la filière en fait est accompagné, est à l'initiative, je le rappelle, du gouvernement, puisque j'ai moi-même fait signer un contrat stratégique de filière en 2019 qui comporte un volet formation important, qui est ensuite accompagné dans le plan de relance et qui a été accompagné dans le plan France 2030. Sur le seul volet formation, par exemple, nous venons de valider un projet de 40 millions de soutien aux formations nucléaires sur la région Normandie, en appui des projets que nous portons sur Penly et sur Gravelines, qui est à la limite des Hauts-de-France. Dernier point, sur le cycle du combustible, les décisions sur la pérennisation des installations de recyclage, c'est notamment un des enjeux d'un comité de politique nucléaire à venir qui devrait se tenir début février. France Relance, c'est 470 millions d'euros consacrés à la montée en compétences, à la mise à niveau de la filière nucléaire, notamment sur la digitalisation des entreprises de la sous-traitance. Et France 2030, c'est 2 milliards d'euros qui sont consacrés à l'innovation, à la R&D, à la pré-industrialisation, notamment sur les petits réacteurs, les SMR, mais également sur les enjeux du combustible. Très bien, merci beaucoup. Madame la ministre, on va passer aux interventions des rapporteurs. Et donc, Daniel Gremillet et ensuite Pascal Martin. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Madame la ministre, je voudrais remercier mon collègue Pascal Martin, où nous avons travaillé bien ensemble durant ces différentes auditions. Madame la ministre, c'est avec un grand plaisir que j'effectue actuellement mon travail de rapporteur sur ce projet de loi. Nous avons, à travers les travaux réalisés, qui a été très riche d'enseignements, puisque nous avons entendu 100 personnalités à l'occasion de 50 auditions. Je retiens de ces auditions un large consensus sur l'objectif du texte, qui permet des gains de temps substantiels, mais aussi des critiques sur la méthode. Le gouvernement légifère dans le désordre, car il aurait fallu soumettre à l'examen parlementaire, malgré ce que vous venez de dire, Madame la ministre, la loi de programmation, puisque celle sur le nucléaire, puis celle sur le renouvelable. Donc on est un peu à l'envers par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer dans cet ordre. De plus, le gouvernement légifère sans cesse. Nous en sommes au troisième texte énergétique depuis juillet, avec les lois sur le pouvoir d'achat, le renouvelable et le nucléaire. Le gouvernement légifère dans la précipitation, mettant la tenue d'un débat public en cours. Enfin, il légifère sur la simplification, sans répondre aux enjeux soulevés par la présidente. Face à ces difficultés, je souhaiterais votre éclairage sur plusieurs points. Sur l'article 1er, Madame la ministre, le champ de la relance du nucléaire ne pourrait-il pas être étendu? Les professionnels nous ont indiqué que le délai de 15 ans était un peu juste pour réaliser le programme complet de 14 EPR2, au-delà des 6. Par ailleurs, le texte est focalisé sur ces EPR2, au détriment des autres technologies en cours de développement, telles que les SMR, les électrolyseurs d'hydrogène ou les réacteurs de 4e génération. Ne pourrait-on pas prévoir une plus grande neutralité technologique? Sur les articles 2 et 3, s'ils permettent de regrouper les autorisations en matière d'urbanisme, la procédure globale fera tout de même intervenir de très nombreux acteurs. Entendez-vous consolider une forme de pilotage interne spécifique à ces procédures pour éviter une forme d'éclatement et pour mieux coordonner l'ensemble? Surtout, prévoyez-vous d'augmenter les moyens ou les effectifs des administrations concernées afin de garantir que les délais d'instruction ne soient pas un frein à la relance du nucléaire? Sur l'article 4, si l'on comprend la nécessité d'aller vite sur les constructions, cela ne doit pas être au détriment de la sûreté. Or, la définition des travaux, selon qu'ils puissent être anticipés ou non, nous semble perfectible. Ne pourrait-on pas prévoir une définition plus précise, le cas échéant, en permettant à la SN de donner un avis pour prévenir tout risque en matière de sûreté? S'agissant des garanties prévues pour l'étude d'impact et l'enquête publique, elles sont lacunaires. Ne devrait-on pas compléter le texte en ce sens? Sur les articles 5 et 6,
Il vise à faciliter la construction des réacteurs en façade maritime, dont une dérogation générale à la loi littorale. Si je comprends bien tout l'intérêt pour l'exploitant et les collectivités territoriales concernées de bénéficier de ces facilitateurs, pensez-vous que ce projet de loi s'attaque suffisamment à la question des risques littoraux, de la vulnérabilité face aux aléas climatiques? Est-ce qu'il n'y aurait pas des marges de manœuvre supplémentaires sur ce point afin d'accélérer la production d'électricité nucléaire tout en tirant les conséquences du changement d'époque dans lequel nous nous trouvons? Sur l'article 7, sur la procédure d'expropriation d'extrême urgence, la nécessité de libérer du foncier est légitime. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue les garanties constitutionnelles aux droits de propriété. Pourquoi ne pas avoir repris les mêmes garanties que celles prévues pour le projet ITER, en matière de relogement des occupants ou d'indemnisation des commerçants? De plus, le champ des travaux semble large. Ne pourrait-on pas préférer une expropriation simple à une expropriation d'extrême urgence pour ceux intervenant à la toute fin? Je pense aux installations liées à l'exploitation des installations et aux ouvrages de raccordement. Sur l'article 9, sur les modalités de réalisation du réexamen décennal, ne devrait-on pas maintenir le principe d'un rapport intermédiaire, quitte à ajuster son objet de manière à prévoir un point de rendez-vous à mi-parcours entre l'exploitant et l'ASN? Et ne faudrait-il pas clarifier les conditions dans lesquelles une modification peut être soumise à déclaration ou à autorisation, selon qu'elle soit notable ou substantielle? Et je n'oublie pas l'essentiel, la résilience des réacteurs au changement climatique dans les démonstrations de sûreté. Sur l'article 10, sur la mise à l'arrêt définitif des réacteurs, les délais prévus n'appellent-ils pas à être clarifiés pour faire prévaloir le délai fixe par la puissance publique dans le décret à celui proposé par l'exploitant dans la déclaration? Enfin, sur l'article 11, sur la ratification d'une ordonnance, l'ASN souhaite déléguer davantage de pouvoir à la commission des sanctions. Avez-vous un avis sur ce point? Voilà, Madame la Présidente, Madame la Ministre, les questions que je souhaitais vous poser. Merci Daniel. Cher Pascal, nous t'écoutons. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Plusieurs sujets d'importance ont d'ores et déjà été évoqués par la Présidente Sophie Primas, le Président Jean-François Longeot et mon collègue Daniel Grémillet, rapporteur au fond de ce texte, que je remercie pour son travail collaboratif tout au long de cette période de trêve des confiseurs. Pour ma part, je souhaitais vous interroger uniquement, Madame la Ministre, sur deux points. D'abord sur les délais de réalisation de ce nouveau programme nucléaire, ensuite sur la notion de proximité immédiate visée à l'article 1er du projet de loi. Nous l'avons entendu en audition, le projet de loi qui nous est soumis va permettre d'accélérer les procédures d'urbanisme et les procédures environnementales nécessaires à la construction des nouveaux réacteurs EPR2. Le gain est difficile à estimer, mais peut être évalué en tout état de cause, à minima à plusieurs mois, dans une vision optimiste si l'on prend en compte les mesures qui permettent de réduire les contentieux potentiels. Je souhaitais vous interroger sur la période située entre le début de la construction des réacteurs et leur mise en service, et notamment la durée d'instruction des dossiers d'autorisation de création sous l'égide de l'ASN, autorité administrative indépendante. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous rappeler les durées d'instruction des autorisations de création que vous avez retenues comme hypothèse et vos objectifs précis et datés de mise en service des premières paires d'EPR2? Quel regard portez-vous sur les moyens de l'ASN? Madame la Présidente Primas l'a évoqué tout à l'heure, en particulier les moyens humains. Vous semble-t-il adapté à la charge de travail importante du régulateur qui va encore augmenter avec l'instruction des nouveaux projets EPR2? Je souhaitais enfin revenir avec vous sur la notion de proximité immédiate qui est inscrite à l'article 1er du texte. Vous l'avez vu dans les amendements déposés par Daniel Grémillet au nom de la Commission des Affaires éco et par moi-même au nom de la Commission de l'aménagement du territoire, nous avons cherché ensemble à préciser cette notion en prenant appui sur le périmètre actuel des PPI, des plans particuliers d'intervention, applicables à de nombreux types d'installations nucléaires de base, dont les centrales nucléaires, à côté desquelles des nouveaux réacteurs EPR2 seront implantés. La définition sèche retenue dans le projet de loi me paraît trop imprécise, pouvant donner lieu à contentieux. Proximité immédiate, on peut beaucoup mettre dans ce vocable. Madame la Ministre, pouvez-vous nous en dire plus sur ce que vous comptez inscrire dans le décret
en Conseil d'État prévue à l'article 8 du texte, qui a vocation justement à définir encore plus précisément cette proximité immédiate. Je vous remercie. Merci Pascal. Madame la ministre, je vous propose peut-être de répondre à nos deux rapporteurs. Alors, je vais essayer de faire très vite, ce qui me ressemble pas. Le texte n'est pas focalisé sur les EPR2. Hein. Il a été justement rédigé pour ne citer à aucun moment une technologie particulière. Donc ça, c'est pour bien préciser le point. Donc on peut recourir à n'importe quel type de technologie. En revanche, il est focalisé sur des réacteurs qui produisent de l'électricité. C'est là où on a un choix technologique affirmé. Il s'agit bien d'accompagner l'électrification de notre pays. Vous mentionnez le sujet de la méthode. Je vais rappeler qu'en fait, l'enjeu, et c'est un enjeu que je pense difficilement reprochable au gouvernement, c'est tout simplement de respecter le temps du débat public. C'est ce que nous faisons avec la Commission nationale du débat public, qui a lancé un débat public sur le mix énergétique et qui a lancé un débat public décalé dans le temps sur la construction de 2 premiers réacteurs, élargi à la construction d'un nouveau programme de réacteurs, hein, puisque le premier débat public sur les 2 réacteurs de Penly est un peu plus large que le seul objet de réacteurs à Penly. Et en temps masqué, nous travaillons à mettre à jour toutes les procédures administratives qui nous permettent de répondre à notre objectif de construction dans des délais le plus tenus possible de ces réacteurs, si vous veniez à vous prononcer en faveur de cette construction. Donc c'est plutôt une anticipation, et je crois que gouverner, c'est prévoir, et on ne peut pas reprocher au gouvernement d'anticiper, et précisément d'être à l'heure et de ne pas faire des procédures administratives, des procédures qui seraient sur le chemin critique de la construction. J'insiste. 15 ans, c'est le délai pour déposer les autorisations, ce n'est pas le délai pour construire les réacteurs, ce qui permet, je pense, d'être plus raisonnable par rapport à la tenue du calendrier, monsieur le rapporteur, sur lequel vous vous inquiétiez. La définition des travaux, je crois qu'il est très clair de faire le départ entre les travaux qui relèvent du cœur du réacteur, par exemple le bâtiment qui accueille le combustible, et tout ce qui est parking, bureau, dalle de béton, qui a priori ne soulève aucune difficulté d'un point de vue nucléaire. Peut-être la rédaction peut être améliorée, mais je crois que l'avis de l'ASN chargerait inutilement l'ASN. On vient de dire qu'on avait besoin de l'ASN sur les enjeux nucléaires. Je pense que l'ASN n'a pas à se préoccuper de parking, et ça irait dans le sens inverse de votre objectif, puisque ça retarderait et ça complexifierait la mise en œuvre de ce projet. Les risques littoraux sont bien pris en compte dans le plan ADAPT d'EDF, qui effectivement travaille sur l'adaptation au changement climatique de l'ensemble de ces installations. Je dirais même que l'enjeu aujourd'hui, peut-être le plus compliqué, je ne sais pas si compliqué est le bon terme, mais en tout cas qui doit retenir le plus notre attention à très court terme, c'est celui de la mise à niveau des réseaux, et en particulier des réseaux de transport, puisque les variations de température et l'augmentation générale des températures avec épisodes de canicule peuvent avoir des effets importants sur les postes sources, de même que des épisodes d'aléas climatiques importants. Vous savez que sur la partie centrale nucléaire, il y a eu des gros travaux qui ont déjà été faits, notamment dans le retour d'expérience de Fukushima, puisque le retour d'expérience de Fukushima, c'est un élément climatique qui fragilise une installation nucléaire. Sur la question de l'expropriation, je prends le point et je vous reviens, mais effectivement, j'entends la question. Sur la question du rapport intermédiaire de l'article 5 avec un point de rendez-vous à mi-parcours, la difficulté des amendements que vous proposez, c'est qu'en fait, au bout de 6 ans, on aura à peine coulé le béton de la première centrale, donc on aura assez peu de recul. Donc il faut vraiment se mettre dans la position de ce qu'est un projet de centrale nucléaire où c'est vraiment le temps long dont on parle. Donc il nous semble que ça serait trop tôt. Les dossiers d'autorisation de création prennent bien en compte dans l'analyse de la sécurité le sujet du changement climatique. C'est évidemment essentiel, hein, ça sera traité. L'article 11, vous m'interrogez sur la suggestion de l'ASN de prévoir plus de pouvoir à la commission des sanctions. Nous pensons que c'est une idée qui est tout à fait intéressante. Sur la question de ce qui se passe en termes
moyen de l'ASN, monsieur le rapporteur Martin, donc il y a plus 6 ETP pour l'ASN en 2023. Je rappelle que nous créons une délégation nouveau nucléaire interministérielle qui est installée dans mon ministère avec 15 ETP et que cette délégation nouveau nucléaire, elle a vocation aussi à appuyer toute la conduite de projet, à la fois sur les enjeux de formation, sur les enjeux de montée en capacité et en compétences de la filière nucléaire, sur les enjeux de pilotage de tous les permis et autorisations, et sur les enjeux de régulation et de système de financement. Alors, elle ne fera pas tout, elle n'enlève aucune compétence des directions d'administration centrale et des autorités, chacun dans son domaine, mais elle va surtout battre la mesure et s'assurer que les choses sont faites en temps et en heure et que la coordination est bien faite en lien avec la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage d'EDF, puisque c'est un projet qui va bien au-delà d'EDF et qui suppose une coordination impeccable si on veut tenir les délais. Nous, notre enjeu, c'est de réduire les risques sur le processus administratif pour nous limiter à traiter les risques sur le processus industriel. On a pu voir dans ces dernières années, encore il y a quelques jours ou semaines, que les risques sur le processus industriel ne sont pas limités et donc il faut nous donner tous les facteurs clés de succès pour être au rendez-vous et ne pas déraper sur les délais. Les objectifs précis et datés de mise en service et les durées d'instruction, un DAC c'est 3 ans, plus 2 ans maximum. Donc c'est quand même 5 ans. L'objectif de la première coulée de béton, qui est très ambitieux, c'est d'ici la fin du quinquennat. Très ambitieux, d'ici la fin du quinquennat. La réalité, c'est que ça risque quand même d'être plutôt la fin de l'année 2027 que le début de l'année 2027, en tenant vraiment bien nos calendriers. Et effectivement, la mise en service, ce serait, je dis 2035-2037. 2035, c'est vraiment sans marge, c'est-à-dire avec une exécution parfaite du projet. Bon, ce qui appelle peut-être dans nos têtes un petit buffer, un petit complément peut-être de temps qui pour en tout cas notre programmation pluriannuelle de l'énergie. Proximité immédiate, alors c'est un point sur lequel on souhaiterait conserver une certaine latitude pour une raison évidente, c'est ne pas devoir revenir vers vous si on s'aperçoit qu'une définition trop resserrée de la proximité immédiate pose un problème sur un projet de réacteur particulier où on s'aperçoit qu'à à 1 kilomètre près, par exemple, où on est juste dans on rentre pas dans la fourche codine de la loi. Le décret en Conseil d'État, il prévoit, là je suis un peu plus... Décret en Conseil d'État pour la proximité immédiate. Oui, ça vise à préciser, mais on ne dit pas comment. Le critère d'éloignement. Oui, donc en fait, ce qu'on s'engage à faire, c'est de le mettre dans un décret qui est plus facile à modifier. Et peut-être je pourrais m'engager au banc à retenir les orientations que vous pourriez porter, de façon à avoir une flexibilité plus importante, tout en encadrant cet élément dont je comprends effectivement qu'il est juste de le préciser. Je crois que j'ai répondu à tout là. Bien, merci Madame la Ministre. Nous allons commencer la série de questions. Je vous rappelle, mes chers collègues, pas plus d'1 minute chacun pour que maximum puisse s'exprimer. Et nous allons prendre, avec l'accord du président Longeau, les 5 premières questions. Daniel Salmon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Madame la Ministre, la construction de l'EPR est une longue descente aux enfers de la filière nucléaire française. Mais rassurons-nous, EDF nous dit que tout va changer, on va tirer les enseignements et qu'on va aller très vite. Comment peut-on croire ce calendrier, ces coûts qui vont être soi-disant divisés par 2? Madame la Ministre, expliquez-nous comment vous arrivez encore à y croire, sachant que certains services de la DGEC ont quelques questionnements sur le sujet. Deuxième question très très rapide, mais dans le même sens que la question de la Présidente. EDF se trouve face à un endettement terrible, le grand carénage qui va arriver, le démantèlement qui n'est pas vraiment provisionné. Qui va payer? Merci. La parole est à Bruno Belin. Merci, Président. Merci, Madame la Présidente. Bonne année, Madame la Ministre. Mes chers collègues, question courte, mais on l'a vu
dans votre première intervention, et on l'a vu dans l'intervention du rapporteur Daniel Gremillet, la question du délai. Alors, le rapporteur a parlé de délai trop juste. Vous avez essayé de justifier toutes les étapes, mais vu notre niveau de dépendance et notre risque, est-ce que ce délai n'est finalement pas trop long? Voilà qui est court. Merci. Jean-Pierre Moga. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, pour faire court, ce projet de loi, en tout cas c'est ce que j'espère, permettra de simplifier et d'accélérer la construction de nouveaux réacteurs. Néanmoins, je ne peux m'empêcher d'être inquiet par rapport aux ressources humaines qui seront nécessaires pour mettre en œuvre la construction rapide de ces réacteurs. Il existe une multitude de métiers en tension chez EDF, comme chez tous ses sous-traitants. Que comptez-vous faire pour solutionner ce problème? Aujourd'hui, nous ne formons pas assez d'ingénieurs. Si nous votons ce texte et allégeons les procédures administratives concernant les ressources humaines pour mener à bien ces chantiers dans un délai raisonnable, que comptez-vous faire pour trouver les moyens financiers? Parce qu'il s'agit bien là aussi de moyens financiers pour former très rapidement des milliers de techniciens et d'ingénieurs et également pour attirer dans l'urgence des jeunes vers ces métiers. Je vous remercie. Merci. La parole est à Stéphane Demilly. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez parlé de temps long et même de temps très, très long pour élaborer les stratégies. Or, le 5 décembre dernier, des scientifiques californiens ont atteint une sorte de Graal sur lequel la communauté scientifique travaille depuis un demi-siècle, l'ignition, seuil à partir duquel la fusion nucléaire crée plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Cette solution de fusion aux nombreux avantages est-elle encore pour vous prématurée ou au regard des progrès rapides la concernant, ne risque-t-elle pas de se télescoper avec le calendrier d'implantation des centrales classiques? Et pour terminer cette série de 5, Franck Montaugé. Oui, merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre. Bonne année également. Quand on regarde concernant la PPE, excusez-moi, j'y reviens, mais c'est quand même le sujet, un sujet majeur. L'hypothèse la plus favorable au nucléaire de RTE, des futurs énergétiques 2050, c'est la N03 avec une puissance installée nucléaire de 51 gigawatts, dont 24 de nucléaire historique. Donc vous avez indiqué vouloir fermer 12 réacteurs. C'est ça, dans votre propos? Est-ce que vous le confirmez? Je n'ai pas du tout indiqué ça, Monsieur Montaugé. Alors, je viens à ma question. Donc, dans cette hypothèse la plus favorable pour le nucléaire, en proportion, on va vers une diminution de la puissance installée nucléaire, de l'ordre de près de 10%. Donc, je voudrais savoir quelle est votre position par rapport à ça, parce que ça me paraît fondamental. Deuxième petite question. Où en est le gouvernement des négociations avec nos partenaires européens pour revoir la structure des marchés européens de l'énergie et de l'électricité en particulier? Et quelles sont vos hypothèses de base en matière de tarification pour sortir de la situation dans laquelle on est et qui n'est pas liée qu'à la crise ukrainienne? Merci. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur Salomon, comment on divise le coût par deux? Ce n'est pas l'hypothèse qu'on prend, diviser le coût par deux. Ce qu'on dit, c'est qu'on tient les coûts. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire on évite d'accumuler des décalages de coûts qui sont liés, un, au fait que vous avez un dérapage dans le temps, et deux, vous avez un effet, mais qui est démontré industriellement dans tous les projets, lorsque vous avez un effet de standardisation des projets et un effet de série, vous diminuez assez fortement le coût moyen de l'ensemble du projet. C'est d'ailleurs la base de l'optimisation industrielle, que ce soit dans les séries importantes comme l'automobile, où moi j'ai travaillé, ou que ce soit dans les séries un peu plus limitées, par exemple la construction nucléaire ou la construction aéronautique. Qui va payer? Je rappelle que ce sont des investissements. C'est-à-dire que les réacteurs nucléaires que nous construisons aujourd'hui ont vocation à produire de l'énergie, de l'électricité, avec un coût
qui a vocation à être suffisamment compétitif pour rapporter de l'argent et couvrir les coûts du projet. L'enjeu que nous avons, c'est la question de la structuration du financement. Mais je pense que si demain, je demande à des entreprises de signer des contrats à, mettons, 100 € du mégawattheure, 100 € du mégawattheure, je ne suis pas sur les objectifs qu'aura certainement EDF pour les 10 ans qui viennent, je pense qu'ils les signeront. Donc nous avons bien une demande d'électricité face à un besoin d'investissement. Donc c'est un schéma assez classique d'investissement avec retour sur investissement. Là où il y a un élément de complexité sur le financement du projet, qui sera à fonds propres et dette, comme tout projet d'investissement, c'est la question de la régulation, puisque dans la vision que la Commission européenne porte du marché de l'électricité, il y a l'idée que les infrastructures sont accessibles à différents concurrents et donc que l'on ne peut pas être relié dans la même entité, ou en tout cas qu'il faut organiser la fonction de producteur et la fonction de distribution, de distributeur d'énergie. Et c'est ce point-là qui est un point de complexité, puisque nous, du point de vue du gouvernement français, on peut entendre effectivement l'idée que EDF ne doit pas être en position dominante sur le marché de la fourniture d'électricité, mais ce qui est aussi important, c'est qu'il ait l'intégralité des moyens pour avoir la meilleure performance industrielle. Pour avoir la meilleure performance industrielle, il faut avoir la meilleure capacité à gérer l'ensemble des moyens de production et piloter entre l'hydraulique et le nucléaire, l'ancien nucléaire et le nouveau nucléaire, et ne pas être contraint dans la mise en disposition de ces moyens à d'autres concurrents possibles. Donc ça, c'est une discussion que nous allons devoir avoir avec la Commission européenne. Sur la question des 15 ans, est-ce que le délai n'est pas trop long? Et les 15 ans, c'est un maximum qui est mis dans la loi. Ce n'est pas nécessairement si on peut faire mieux, évidemment, on a vocation à faire mieux. Donc ça, c'est pour les 15 ans de dépôt de dossier pour les 14 réacteurs que je mentionnais. Ensuite, la durée individuelle de la construction d'un réacteur, qui aujourd'hui est donnée à 15 ans par EDF, je me fixe sur la meilleure estimation de la filière. Si nous avons des voies et moyens de compresser ce délai de construction, il est clair que nous serons ravis d'accompagner cette compression. Je pense aussi qu'il faut être attentif à ce qui a peut-être pu peser sur le programme de Flamanville, si on fait un retour d'expérience, à ne pas vouloir, au prix de tenir des jalons, commencer la mise en œuvre du projet avant que le design n'ait été terminé, qui est probablement le premier péché originel. Je renvoie à des rapports de gens beaucoup plus experts que moi. Je n'ai pas la prétention d'être ingénieur nucléaire, mais lorsque vous démarrez la mise en œuvre du projet alors que le design n'est pas terminé, vous prenez un risque de dérive, puisque le design continue à avancer et que la mise en œuvre peut donner lieu à des hiatus. Et donc, en fait, à des dérapages ensuite pour à chaque fois recaler design et mise en œuvre du projet. Donc, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais vous avez raison de mentionner, et c'est une question qu'a posée le président de la République, sait-on, par les nouvelles technologies que nous avons, la digitalisation, une meilleure conduite de projet, compresser ce délai? Mais ça, c'est une question qu'il faudra adresser à la filière. Et c'est un des enjeux, je pense, de monsieur le délégué interministériel nouveau nucléaire, Joël Barre. Sur la question des ressources humaines, je rappelle que depuis 2020, nous avons financé 200 millions d'euros de soutien à la mise en place de formations dans le nucléaire, à tous les niveaux, que ce soit bac pro jusqu'à ingénieur doctorant. Donc, nous sommes très conscients de l'enjeu de formation. Le programme nucléaire dont on parle, c'est 10% des capacités de formation d'ingénieurs de l'appareil de formation français. Dans un monde où on a besoin d'ingénieurs pour le digital, pour le changement climatique, pour mille et un sujets, donc autant dire que c'est une ambition très forte. Il y a deux enjeux derrière ça. Il y a un enjeu d'avoir l'appareil de formation, il y a un enjeu d'attirer les talents. Ce n'est pas que l'argent. On constate, et c'est une bonne nouvelle, que dans les formations d'ingénieurs, depuis un an, on a beaucoup plus grande facilité à remplir les sections ingénieurs,
sur cette spécialité nucléaire. On a même une surdemande par rapport à l'appareil de production. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est nouveau. C'est nouveau. Il faut arriver à avoir la même attractivité dans les filières de techniciens et dans les filières d'opérateurs, ce qui n'est pas encore totalement acquis. Et donc, nous y travaillons et nous n'avons pas attendu 2022 pour y travailler, puisque c'est l'un des objets du contrat stratégique de filière de 2019. Sur la question de la fusion, vous mentionnez une très bonne nouvelle, mais qui est une nouvelle de recherche, puisque c'est une expérience de laboratoire. Il ne vous aura pas échappé qu'entre l'expérience de laboratoire et l'objet industriel livré, il peut passer un certain nombre d'années. Lorsqu'on regarde, par exemple, le projet ITER, vous ne l'aurez pas la semaine prochaine, pour prendre que cet exemple-là d'un projet qui travaille sur des sujets de même nature. C'est à l'horizon de la fin du XXIe siècle qu'ITER devrait arriver au terme de ce projet. Fin du XXIe siècle, à ce stade. Monsieur le sénateur Montaugé, vous m'interrogez sur la baisse de la puissance installée nucléaire. Alors, je le redis, les réacteurs nucléaires que nous avons construits avaient été construits pour 40 ans. Nous avons passé cette étape de 40 ans. Nous sommes aujourd'hui à l'étape de 50 ans. Nous sommes en train de la passer et pour le moment, tous les réacteurs passent cette étape de 50 ans. C'est une bonne nouvelle. On aurait pu constater des problèmes sur des cuves qui auraient conduit à ne pas passer cette étape de 50 ans. Et lorsque nous allons passer l'étape de 60 ans, ça sera l'autorité de sûreté nucléaire qui décidera si nos installations sont aptes à passer le cap des 60 ans. Ce ne sera pas une décision politique, ce ne sera pas une décision technique, ce sera une décision de l'autorité de sûreté nucléaire, qui est un organe indépendant. Ce qui nous appartient à nous, c'est de travailler pour passer dans les meilleures conditions cette visite des 60 ans. C'est-à-dire s'assurer, que dans la maintenance actuelle, on prend tous les moyens pour préserver le capital que nous avons, qui est notre empreinte industrielle actuelle, nos installations nucléaires actuelles. C'est faire en sorte que ces maintenances soient menées dans de bonnes conditions. C'est s'assurer en contrôle qu'il n'y a pas de dérive par rapport à des facteurs d'usure, en particulier sur les pièces qui sont essentielles. Parce que vous avez un problème de corrosion sous contrainte sur la tuyauterie, c'est très désagréable, ça arrête des centrales, il faut trouver des moyens de réparer, mais à la fin de la journée, on remplace la pièce. En revanche, remplacer une cuve nucléaire, ça veut dire recommencer à zéro. Et donc c'est bien l'enjeu, c'est de s'assurer que les pièces qui sont critiques et non remplaçables soient capables de passer le cap des 60 ans. Ce n'est pas une décision politique, et c'est encore moins une volonté politique. La volonté politique, c'est d'avoir le maximum de durée dans nos centrales nucléaires. Et donc, mathématiquement... Il y a une place pour la politique, madame, dans cette affaire-là. On fait le choix ou on ne le fait pas, indépendamment des possibilités techniques. Monsieur le sénateur Montaugé, j'ai été d'une clarté limpide. La clarté limpide, c'est nous ferons le maximum pour que nos centrales nucléaires soient prolongées. Nous ferons le maximum pour que nos centrales nucléaires soient prolongées. Mais s'il y a une fissure sur une cuve, ce sera un élément physique incontournable. Ce qui est intéressant dans l'énergie, c'est qu'il y a des facteurs dimensionnants qui sont physiques et que la physique, elle s'impose même aux politiques. La parole performative, ça ne fonctionne pas pour réparer une cuve nucléaire. Voilà. Et donc, vous avez raison de dire que mécaniquement, mais ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les scénarios de RTE. Mécaniquement, dès lors qu'en 2000, on n'a pas fait le choix de lancer de nouveaux réacteurs nucléaires, vous avez mécaniquement une diminution proportionnelle du poids du nucléaire dans notre mix énergétique. Mais ça, c'est la physique et les mathématiques, ou c'est des décisions politiques qu'il aurait fallu prendre il y a 20 ans. Ou il y a 5 ans. Ou il y a 10 ans. Enfin, oui, ou il y a 5 ans. Le curseur dès 2017, c'était possible aussi. Oui. Mais en 2017, ça ne vous change rien, ou assez peu. Assez peu. Non, ça ne change pas. Attendez, parce qu'il y a encore beaucoup de demandes de parole de collègues. On peut se faire plaisir collectivement, mais ce n'est pas la réalité. Je vais donner la parole à Jean-Michel Houllegatte.
Merci, Monsieur le Président. Donc, tous mes voeux, Madame la Ministre. On va souhaiter une belle année énergétique pour 2023. Ma question est très rapide. Quels sont les gains qui sont véritablement attendus par ce projet de loi? Et puis, j'aurais peut-être une remarque extrêmement rapide également. Vous avez compris que ce délai de 15 ans est soumis à interrogation. Il a besoin d'être objectivé dans la mesure où, normalement, en 2023, il y aura donc la stratégie française climat-énergie, il y aura la PPE. Donc, en 2024, on y verra clair, il y aura une planification, donc on sera en capacité d'une certaine façon de pouvoir revenir à un rythme nominal de procédure. Donc 15 ans ont besoin d'être pour nous objectivés. Merci. Mes chers collègues, en raison des contraintes de la Commission du développement durable, je leur laisse poser les questions de ceux qui veulent poser. On ne prend plus d'inscription en revanche parce que sinon ça sera... Voilà. Et ensuite, Madame la Ministre pourra répondre. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Merci. La parole est à Éric Gold. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Moi, je serai très rapide car mon intervention est plutôt d'ordre général. Actuellement, un certain nombre de centrales nucléaires sont exploitées à proximité des fleuves afin de bénéficier d'eau en quantité suffisante pour refroidir le réacteur. Mon intervention est en rapport avec le débat qu'il y avait hier dans l'hémicycle. Les sécheresses successives de ces dernières années ayant impacté de façon considérable les débits de nos fleuves et les températures de l'eau ayant refroidi les réacteurs menacent la biodiversité donc en aval. Or, les conflits d'usage autour du partage de l'eau montrent l'enjeu autour de cette ressource après plusieurs années de sécheresse, les spécialistes ayant même mesuré 2022 comme l'année la plus chaude jamais enregistrée. Dans ces conditions, comment assurer à la fois le refroidissement des nouvelles installations quand l'eau vient à manquer sans menacer les autres usages? Merci. La parole est à Martine Filleul. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, bonne année également. Je voulais dire en même temps que je tenais à saluer la décision qui avait été prise de maintenir la centrale de Gravelines et de l'équiper de nouveaux réacteurs, de 2 nouveaux réacteurs nouvelle génération. Mais en même temps, cela ne m'empêche pas de m'interroger sur une question qui me semble fondamentale, à savoir les déchets radioactifs. Comme beaucoup de citoyens d'ailleurs, dans le débat public, il remonte que c'est la question majeure qui se pose et qui est posée par les citoyens. Donc je voulais vous demander si vous prévoyez de disséminer ou de rassembler de la même manière les sites de gestion des déchets que pour les sites nucléaires. En effet, cette question, même si votre texte est technique, il pose néanmoins un certain nombre de sujets et de sujets de sécurité importants. Je vous remercie de bien vouloir. La parole est à Angèle Préville. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, meilleurs vœux également. Donc je vais abonder dans les 2 questions qui ont déjà été posées, parce que ce sont les questions que je voulais poser. Alors d'abord, fonctionnement d'une centrale nucléaire, besoin d'eau absolument nécessaire. Donc comment fait-on avec des sécheresses et de la pluviométrie qui diminue, et notamment en Occitanie, où c'est déjà acté, moins 20% de pluviométrie, et dans les années à venir, certainement encore moins. Donc comment fait-on? Et là, il ne s'agit pas juste de la gestion des usages, c'est juste un élément hyper important et qui nécessiterait une mise à l'arrêt d'une centrale si nous n'avons pas soit assez d'eau, soit la température trop élevée de l'eau, ce qui est le cas de la Garonne tous les étés. Et concernant la gestion des déchets, c'est également, on arrive au bout, en saturation, des déchets qui sont stockés en surface. Et nous n'avons pas encore commencé le stockage des déchets à Bure. Donc comment peut-on envisager un tel programme alors que 2 problématiques importantes qui sont en train d'émerger, qu'on n'avait pas bien évidemment au début du programme nucléaire, sont là? Merci. La parole est à Gilbert Luc Devinaz. Oui, merci, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre de vos éclairages. J'ai besoin d'une précision. Ces nouveaux réacteurs seront installés a priori sur des sites existants. S'agit-il de capacités nucléaires qui viendront en substitution des réacteurs actuels ou s'agit-il de capacités de production nucléaire supplémentaires? Et dans ce cas-là, faudra-t-il en déployer de nouvelles lignes électriques pour les raccorder pour raccorder ces nouveaux réacteurs? Je ne reviens pas sur la question de l'eau, du refroidissement, elle a été abordée. Et un deuxième aspect qui a été soulevé, me semble-t-il, par nos rapporteurs, ces projets fonctionneront à partir
ou mieux à partir de 2035, pour une soixantaine d'années. Comment est envisagé, étudié, pensé les aspects de sûreté et de sécurité dans le contexte d'un changement climatique qui s'accompagne d'événements extrêmes nouveaux dont on a peu ou pas la connaissance en 2023. Merci. La parole est à Étienne Blanc. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, aujourd'hui se développent des technologies nouvelles en Amérique du Nord, en Europe du Nord, en Italie, en France aussi, notamment une société qui s'appelle Nucléo, qui utilise le plomb liquide, qui règle les problèmes de refroidissement et qui règle notamment, en grande partie, les problèmes de production de déchets. Qu'avez-vous prévu dans ce texte pour accompagner une filière privée qui semble aller désormais beaucoup plus rapidement que ne va EDF sur ces technologies nouvelles? Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Vous avez souvent présenté dans votre exposé des motifs comme un élément fondateur de la politique énergétique de la France. Et notre position est claire au Sénat, ici, en faveur d'une stratégie énergique d'anticipation et de prévision qui donne un cap au pays pour notre indépendance énergétique et une sécurisation de notre production. Je rappelle ici qu'il y a 2 ans, jour pour jour, le 12 janvier 2021, nous tenions un débat public initié par notre groupe sur le risque de blackout énergétique de la France par manque de stratégie, un risque qui s'est imposé cet hiver. Donc nous appelons depuis des mois une politique énergétique sans atermoiement. Donc moi j'avais 3 questions. Premièrement, pourquoi proposez-vous une approche de la politique énergétique de la France en silo? Nous l'avons déjà regretté lors de l'examen du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, dans lesquels vous n'avez pas traité l'hydroélectricité, et légiférer par secteur sacrifie l'objectif de planification auquel nous devons collectivement répondre. Alors, j'avais 2 questions. Premièrement, à quoi ce projet de loi sert-il? Légiférer sur des mesures d'adaptation des procédures administratives, oui, mais quand allons-nous discuter d'un projet de loi stratégique et débattre des orientations choisies par le gouvernement? Et la deuxième question, il ne faudrait pas que l'hydroélectricité connaisse le sort du nucléaire, après lequel on court désormais, alors que nous étions à la pointe de cette technologie et que l'on a abandonné par idéologie et renoncement. Cette question est pour moi essentielle, car l'hydroélectricité en France est depuis trop longtemps laissée dans une situation juridique qui ne permet pas d'investir massivement sur des solutions innovantes d'avenir et d'optimiser la capacité de production de nos barrages. Or, ce sont des infrastructures existantes qui ne demandent qu'à être exploitées. Les barrages représentent un gisement essentiel pour le mix énergétique, notamment en Aveyron, dans la vallée de l'Aude et la Truyère. Aussi, que prévoit le gouvernement concernant la régularisation de la mise en concession des barrages EDF pour que l'entreprise puisse enfin mettre en œuvre le plan de montée en puissance qu'elle propose depuis des années et l'investissement stratégique dans les technologies de stockage? Je vous remercie. Ronan Dantec, pour terminer. Oui, merci Monsieur le Président. Bonne année Madame la Ministre. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Vous avez dit qu'on avait des entreprises qui seraient donc intéressées pour signer, je pense, des contrats long terme à 100 € le mégawattheure. Donc on sera vers 2037-2040, à un moment où en Europe, les pays du Nord seront exportateurs d'électricité de grand éolien à 60 € et les pays du Sud, c'est déjà le cas du Portugal, de photovoltaïque entre 30 et 40 €. Donc je voulais juste savoir sur quel rapport de l'État qui ont produit, on a des rapports sérieux d'RTE, de l'ADEME, déjà qui montrent que un scénario 100% renouvelable fonctionne, mais sur quel rapport de l'État, de la Cour des comptes, je ne sais de quel grand organisme d'État, vous vous appuyez pour pouvoir, comme ça, considérer qu'on aura des acheteurs à 100 € le mégawatt-heure en 2040, et est-ce qu'on pourrait nous aussi avoir ce rapport qui vous permet de justifier votre affirmation? Merci. Alors je vous demande peut-être de répondre à ces questions avant que la commission des affaires économiques réponde. Je vous propose. Oui. Voilà. Ça va aller. Donc, premier élément sur le délai de 15 ans et son objectivation. Je le redis, si c'est le délai de 15 ans de construction dont on parle, je trouve aussi que c'est trop long. Mais c'est ce qui ressort des 2 audits externes qui ont été demandés par le gouvernement en 2019 et 2022.
Donc, c'est ce que je redis, hein. Sur l'énergie, à un moment, la réalité physique et la réalité des mathématiques s'imposent, et industrielles s'imposent aussi à chacun. Alors, l'enjeu, c'est comment le réduire. C'est l'enjeu de ce projet de loi, c'est-à-dire que pour le coup, on s'attaque à toute la dimension administrative permis de ce projet. C'est la question de la formation. C'est la question de la formation dont je dis qu'elle est accompagnée depuis désormais plus de 2 ans, hein, puisque c'est depuis 2019 que nous avons des actions pour renforcer la formation et la montée en compétences de la filière. Et c'est l'accompagnement de la sous-traitance. Et là encore, depuis 2019, contrat stratégique de filière signé de mémoire au mois de mai ou juin 2019, nous avons accompagné la sous-traitance en montée en compétences, et nous l'avons fait dans le plan de relance, et nous avons également une ligne dans France 2030. Sur ensuite la question de l'eau. La question de l'eau, elle est évidemment prise en compte dans les dossiers d'autorisation de construction. Je rappelle d'ailleurs que les 2 premières paires de réacteurs sont construites en bordure de littoral, et que donc l'enjeu se positionne d'une manière un petit peu différente de celles qui sont construites, des réacteurs qui seront construits en bordure de rivière. J'ajoute d'ailleurs que cet enjeu de l'eau va être déterminant notamment dans le choix de l'implantation de nouveaux réacteurs. C'est un des éléments qui va conduire EDF à nous faire des recommandations pour tel site plutôt que tel autre site. Là aussi, il y aura une vision politique, mais il y aura la physique qui s'imposera à tout le monde si on veut faire des projets de qualité. Donc c'est bien pris en compte. S'agissant des déchets, comme vous le savez, Madame la sénatrice, vous avez raison de souligner que c'est effectivement le point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on observe une évolution assez sensible de la population qui manifeste un soutien au nucléaire, mais qui s'interroge sur la manière dont on traite les déchets. Et c'est leur principal point de sensibilité, puisque sur la sécurité, il y a certes un point qui manifesté dans les réunions, mais qui est manifesté en disant mais on a le sentiment que c'est traité. Sur les déchets, en matière de dangerosité, les déchets de faible et très faible activité, c'est 91% des volumes produits pour moins de 0,05% de la radioactivité totale. Les déchets les plus dangereux, c'est 3% du volume pour plus de 99% de la radioactivité totale. Donc, premier élément, ce n'est pas tous les déchets. Enfin, en tout cas, il y a une réponse qui est adaptée par type de déchets. Et évidemment, ceux qui sont les plus problématiques ou ceux qui suscitent légitimement la question, ce sont ces 3% du volume. Vous savez que nous avons un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs que je viens de signer. Le 5e plan a été publié en décembre 2022. Il couvre la période 2022-2026. Vous savez également que nous avons un travail qui est mené avec Cigéo. J'ai signé la déclaration d'utilité publique et nous sommes dans la phase de dossier d'autorisation de construction. Cigéo, c'est un site qui présente des caractéristiques géologiques dont notre laboratoire est capable de montrer que depuis plus de 300 000 ans, géologiquement, ce site n'a pas évolué et donc est apte a priori à stocker des déchets dont la radioactivité est importante, à 300 mètres en profondeur dans le sol et avec un niveau de sécurité qui est considéré comme maximal. Ce n'est pas une démarche individuelle à la France, hein. Vous avez d'autres projets comme ça à l'international où on va regarder quels sont les endroits qui géologiquement sont le mieux adaptés à ce type de stockage. Et donc nous avons une solution qui se dessine pour le stockage des déchets les plus radioactifs. Nous devons également traiter le sujet de la Hague. Et nous avons enfin tout un travail qui est mené sur le cycle du combustible, puisqu'une des réponses à la question que vous posez, c'est aussi le fait de recycler le maximum de la part des déchets que nous utilisons. Et aujourd'hui, nous sommes en appui d'Orano pour développer plus avant ces capacités en la matière. Madame la sénatrice Préville, vous m'autoriserez à penser que j'ai déjà répondu à vos 2 questions sur l'eau et les déchets. Vous posez une question sur, puisque je viens de les évoquer l'une derrière l'autre, sur les raccordements. Et là, vous avez raison de souligner qu'il y aura un enjeu d'adaptation du réseau de transport, à la fois au regard du changement climatique et à la fois au regard des installations
complémentaires que l'on pourrait mettre. Ça fait effectivement partie. Mais de manière générale, la question de l'adaptation du réseau de transport va être essentielle, puisque si nous allons vers une diminution de notre consommation d'énergie totale, mais une augmentation importante de notre consommation d'électricité, les réseaux de transport et les réseaux de distribution vont devoir être adaptés de manière importante. Et d'ailleurs, en tenant compte aussi du fait que vous aurez des grandes unités de production, mais vous allez avoir une diversité de petites unités de production sur le territoire, ce qui change la logique de ces réseaux. Sur la question des modèles plomb, sodium, sel fondu, donc je veux vous rassurer, nous avons au travers de France 2030 des projets qui sont ouverts à toutes les technologies de réacteurs innovants, y compris de rupture, et qu'un projet comme Nucléo a été invité à participer à cet appel à projet. Donc c'est la ligne que je mentionnais qui est de 1,2 milliard d'euros. Je me suis un petit peu emballée, c'est pas 2 milliards d'euros, c'est 1,2 milliard d'euros de soutien dans France 2030 pour accompagner ces projets qui sont aujourd'hui à une phase de maturité relativement modeste, mais dont on espère que l'intérêt que l'on observe dans l'ensemble, dans beaucoup de pays européens et en dehors d'Europe, va contribuer à accélérer la mise en œuvre concrète. Et évidemment, moi j'ai très clairement dit, et à Joël Barre et à Luc Rémont, qu'il fallait être très attentif aux évolutions des technologies sur le marché pour être prêt à s'en saisir lorsqu'on en aurait la preuve de concept. Pourquoi alors, je rappelle que le projet de loi ENR traite bien de l'hydroélectricité, peut-être pas de tout, mais il y a bien des mesures sur l'hydroélectricité. Quand va-t-on débattre? Je le redis, nous allons débattre cet été sur un projet de loi qui portera sur notre stratégie énergie-climat. L'hydroélectricité fait-elle bien partie de notre mix énergétique? Plus que jamais, nous avons d'ailleurs l'intention d'investir, et ça sera un des objets de la loi énergie-climat que nous vous présenterons. Monsieur le sénateur Dantec, vous êtes taquin parce qu'à aucun moment j'ai dit que les entreprises sont intéressées pour signer des contrats à 100 € du mégawattheure en 2040. En 2040, j'ai dit qu'aujourd'hui, si vous leur proposez de signer un contrat à 100 € du mégawattheure de long terme et en intégrant la question des énergies fossiles, c'est effectivement un positionnement, c'est ce qu'elles me disent. Ce n'est pas un rapport, ni la Cour des comptes, ni d'autres instances n'ont écrit sur ce sujet, peut-être écrites, mais en tout cas, moi, c'est ce que me disent les entreprises, c'est-à-dire qu'elles cherchent à positionner des contrats de long terme. C'est très exactement ce qu'on fait avec les PPA, et c'est l'enjeu, c'est un des éléments de réforme du marché de l'électricité, c'est-à-dire de donner des contrats qui soient sur la base des coûts de production, plus marge. Et puis, vous n'aura pas échappé un petit détail, mais vous me voyez venir, l'électricité nucléaire est pilotable, l'électricité renouvelable ne l'est pas totalement, et donc, vous pouvez effectivement avoir un enjeu d'assurance qui fait que l'intérêt d'industriel pour le nucléaire pourrait être plus, en tout cas, tout aussi avéré, voire parfois plus, et voire ils pourraient souhaiter avoir un mix énergétique qui leur permet d'avoir à la fois les mérites du renouvelable et les mérites du nucléaire. Il me semble que c'est dans cette direction, par exemple, que France Industrie, que j'ai réuni, enfin qui m'a accueilli hier soir, fonctionne et résonne à moyen terme. Très bien. Monsieur le Président, nous vous libérons pour vos obligations, ainsi que les commissaires de la Commission du développement durable. Merci beaucoup. Je retrouve salle 216. On fait juste un petit break de 30 secondes pour gérer le bruit et le départ de nos collègues. Et ensuite, on attaque. Je précise, puisque Madame Filleul part. Madame Filleul. J'ai juste une précision. Donc, la question du recyclage est bien traitée dans la loi énergie-climat. Des déchets. Ça fait partie des éléments. Allez, on continue notre commission. Tu vas bien? Oui. Bonne année à toi. Merci beaucoup. Bah, écoute, une nouvelle aide franchie. Oui, j'ai vu ça. J'ai l'impression qu'elle monte. Mes collègues de la Commission du développement durable, voilà, de gérer leur départ dans la discrétion, Monsieur Dantec.
Monsieur Dantec, parce que je vais donner la parole à Fabien Gay. Donc, merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, la question suivante, et je vous donne du coup un petit peu plus de temps, non pas parce qu'on en a moins de contraintes, c'est Fabien Gay. Et ensuite Bernard Buis. Oui, bonjour à toutes et tous. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, bonne année à tout le monde. Non, moi, juste une question. Je me demande pourquoi ce projet de loi maintenant, Madame la Ministre? Parce que pour le coup, vous avez raison, le nucléaire, c'est du temps long. 15, 20, 25 ans de construction, 40, 60 ans d'exploitation. Vous avez dit qu'il y a tout un tas de questions qui seront dans la PPE et vous commencez à y répondre parce que vous êtes obligé de faire de la politique. Parce que c'est un texte extrêmement technique, mais en même temps, on veut faire de la politique. Quel financement? Quelle filière industrielle? Quelle formation? Est-ce que, et d'ailleurs, votre réponse à la question de Daniel est intéressante, et vous le dites sur la régulation. Qui va payer? Est-ce que c'est EDF? Mais si c'est EDF, est-ce que ça va rester dans l'arène? Quelle régulation? Voilà. Bon, donc, on a beaucoup de questions et de débats qui, pour le coup, devraient nous occuper maintenant et après avoir un texte technique. Moi, je me demande, et donc je vous repose cette question simple, pourquoi cet empressement à un texte extrêmement technique qui va raccourcir les délais de quelques semaines ou quelques mois, sauf sur une partie, sur les... évidemment, s'il y a contestation, alors qu'on devrait d'abord avoir le débat politique. Voilà. Je m'interroge depuis le début sur cet empressement-là à avoir ce texte ultra technique de 10 articles. Je vous remercie. Merci Fabien. Bernard Buis, ensuite Sylviane Noël. Merci, Présidente, Madame la Ministre. Alors que le projet de loi présenté concerne également le fonctionnement des installations existantes, où en sommes-nous sur la remise en service du parc existant? Et ma deuxième question portera sur la stratégie nucléaire. Lors d'une récente table ronde organisée par notre commission, le président d'Orano Projet, Guillaume Duro, a appelé à définir une stratégie d'ensemble couvrant également l'amont, donc l'approvisionnement en combustible, et l'aval, la gestion des déchets de la production nucléaire. De la même manière, le président de l'ASN a indiqué qu'il serait pertinent de traiter la problématique de la prolongation du parc existant, considérant que les 3/4 du parc nucléaire dataient des années 80, ce qui provoquera un effet falaise sur leur fin de vie. Cette stratégie d'ensemble sera-t-elle intégrée à la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie? Merci Bernard. Sylviane Noël. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je me permets de rebondir sur la question de mon collègue Jean-Claude Anglard, car je pense que vous n'avez pas complètement répondu à son interrogation sur un point qui, me semble-t-il, dépasse largement le champ de la future loi ENR. La crise énergétique que nous vivons aujourd'hui ne devrait-elle pas conduire le gouvernement français à afficher très fermement à l'égard de nos partenaires européens notre opposition à l'ouverture à la concurrence des barrages hydroélectriques qui aujourd'hui sont assurés à 80% par EDF et qui pourraient conduire à un morcellement du marché préjudiciable à la filière? Je vous remercie. Merci Sylviane. Evelyne Renaud-Garabédian. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, une question sur la sûreté des centrales nucléaires qui est une priorité absolue. De nouvelles menaces sont apparues ces dernières années sur les infrastructures, notamment en raison des fortes tensions géopolitiques que nous connaissons. Cet été, l'autorité britannique de réglementation nucléaire a placé les infrastructures d'EDF sur son territoire sous vigilance renforcée pour étudier la politique qui a été mise en place en matière de cybersécurité par l'EDF. Pouvez-vous nous indiquer comment vous intégrez ces nouveaux risques dans le cadre du projet de loi que vous présentez? Merci. Merci Evelyne. Et enfin, Anne-Catherine Loisier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, une petite question en fait sur le foncier de ces nouveaux sites. S'agit-il de sites déjà artificialisés? Et si ce n'est pas le cas, vous comprenez le sens de ma question, quel sera leur traitement dans le cadre de la stratégie ZAN? Merci. Ça, on le sait dans les amendements du rapporteur. Très bien. Et il y a d'autres questions? Je n'en vois pas, donc Madame la Ministre, voilà. Alors, monsieur le sénateur Gay, ce texte il est important parce que en fait on a analysé
la conduite du projet de nouvelle centrale nucléaire en faisant un rétro-planning. Et donc, le dossier administratif et les dossiers de permis de construire doivent être adaptés dès maintenant si on veut effectivement livrer des réacteurs nucléaires dans 15 ans. Là aussi, ce sont des dossiers qui prennent plusieurs années. Ce projet de loi il permet de gagner plusieurs années. Et la coulée du premier béton, si on veut tenir cet objectif de coulée du premier béton à 5 ans, ça suppose que ce projet de loi soit adopté avant la fin du premier semestre. Ça, c'est une réalité qui est également une réalité physique et, je dirais, de conduite de projet. Donc moi, je prends mes responsabilités en tant que ministre et je ne mets pas en risque les projets. Et je ne mets pas en risque les projets. Même pour faire de la belle politique, je ne mets pas en risque les projets. Peut-être ma limite de personnes issues de la société civile, mais c'est peut-être aussi ma fierté. Ça, c'est le premier point. Vous aurez effectivement un débat sur le devenir de la régulation de l'ARENH, puisque c'est la Commission européenne qui... enfin, ce n'est pas la Commission européenne, mais l'ARENH se termine en 2025. Donc, par construction, il y a un schéma de régulation post-ARENH qui doit être négocié avec la Commission européenne. Et je rappelle que sur ce qu'on appelle le design de marché de l'électricité, un certain nombre de positions ont été prises par la France, qui ont été très claires, notamment sur l'intérêt de découpler le marché du gaz du marché de l'électricité, sur l'intérêt d'avoir des consommateurs qui payent un prix qui reflète plus précisément ou plus objectivement la réalité de leur mix énergétique. Et la Commission européenne a mis sur la table au Conseil de l'énergie du 19 décembre un premier papier qui va dans ce sens avec l'utilisation de contrats par différence et de PPA comme éléments qui peuvent nous aider à mieux réguler le marché de l'électricité. Néanmoins, quand vous avez un besoin, enfin, quand votre demande d'électricité augmente, il est assez logique que la centrale qui est la plus coûteuse fixe le prix et qu'elle ne produise pas à fond perdu. C'est une règle assez classique de ne pas vendre, c'est même interdit, je crois, en France, de vendre en dessous du prix de production. Donc, en fait, c'est la logique de ce marché aussi. Et quand on est importateur d'électricité à certains moments de l'année, eh bien, on paye le prix de ces importations. Ça, c'est aussi une règle assez classique. Pour une part faible de son utilisation. Oui, mais en règle générale, on les importe les jours où on en a le plus besoin, c'est-à-dire où le prix est le plus élevé. Sur la question de la remise en service du parc existant, nous sommes aujourd'hui à près de 45 gigawatts qui ont été mis sur le réseau, c'est-à-dire l'objectif effectivement que RTE avait pris en compte dans ses scénarios de passage de l'hiver, avec 44 réacteurs en fonctionnement. Je rappelle que ça fait donc 12 réacteurs qui sont arrêtés aujourd'hui. Je rappelle qu'on avait 32 réacteurs arrêtés au mois d'août. Donc vous voyez que le calendrier de remise en route des réacteurs avance. Nous avons aujourd'hui 2-3 réacteurs qui devraient, dont le décalage est maintenant à peu près clair, plutôt du côté de mars. Mais pour le reste, nous tenons la remise en route des réacteurs et il n'y a pas de risque d'approvisionnement à court terme. Mais je crois que ça, chacun l'a compris, et notamment du fait de l'impact du plan sobriété qui permet l'économie, grosso modo, de 7 réacteurs. Je crois que j'ai tout. Stratégie d'ensemble. Ah oui, pardon. Sur la sécurité et la cybersécurité, je suis en train de prendre des arrêtés sécurité. Alors, la sûreté, c'est l'installation nucléaire dans ses effets du fait du nucléaire. La sécurité, c'est les risques, par exemple terrorisme, qui pourraient survenir et dont il faut prendre en compte, mais qui ne sont pas liés au caractère particulier de l'installation. Ce sont des risques génériques pour toute installation sensible.
Donc sur la sécurité, la cybersécurité, je suis en train de finaliser des arrêtés sécurité pour le nucléaire pour rehausser le niveau de sécurité et de cybersécurité de chaque installation. Ça vaut pour les centrales nucléaires, ça vaut pour les laboratoires de recherche. Le projet de loi ne modifiera pas le cadre en matière et de sécurité et de sûreté, je le précise. Au-delà des mesures de sécurisation pour l'ASN sur le travail de décision d'extension de l'exploitation que nous prenons sur la base des recommandations, parce que l'ASN fait de recommandations et nous prenons la décision finale. Je crois que j'ai tout dit. Et évidemment, la stratégie d'ensemble amont-aval sera examinée dans la loi énergie-climat. Sûreté des centrales, ça je l'ai dit. Sur l'artificialisation des sols, Madame la sénatrice Loisel, je partage sur le fond, mais on a un projet de loi dédié au zéro artificialisation nette. Je crois que vous y êtes d'ailleurs assez contributeur, si j'ai bien suivi les débats. C'est donc notre proposition est de traiter cela dans le texte, sinon chaque texte va arriver, on dira les énergies renouvelables sortent du ZAN, le nucléaire sort du ZAN, l'industrie sort du ZAN, et à la fin on aura un problème d'addition. Donc je pense qu'il faut avoir une vision globale du zéro artificialisation nette. Évidemment, vu du point de vue du ministère de la Transition énergétique, c'est plus confortable d'avoir des facilités. Et sur l'hydraulique... De notre point de vue aussi. Sur l'hydraulique, je reviens à ce sujet. Nous avons une position qui est très claire, hein, c'est de s'assurer que nos barrages électriques soient exploités avec la meilleure performance industrielle et opérationnelle, ce qui explique les positions que nous avons prises. Nous avons prolongé la concession de la CNR, point important. Nous sommes en train de travailler avec le nouveau patron d'EDF sur la stratégie d'EDF dans les prochaines années. Le sujet de l'hydroélectricité est posé. Il y a plusieurs solutions et je souhaite qu'il nous fasse des propositions avant que si on a besoin d'un texte de loi, de vous le proposer ou d'aller de l'avant et de négocier les bonnes options avec la Commission européenne. Nous, notre objectif, et c'est un des enjeux de la loi énergie-climat, c'est effectivement de pouvoir investir de nouveau, faire de nouveaux investissements dans les steps et les montées en puissance des barrages hydrauliques. On sait qu'on a à peu près 6 milliards d'euros d'investissement pour améliorer de 20 à 30% la puissance de nos barrages, dans un contexte où, à l'inverse, le réchauffement climatique fait une pression sur les capacités ou le potentiel de production de ces barrages. Donc, je dirais que la ligne est assez claire à ce sujet. Très bien. Y a-t-il d'autres questions, d'autres interrogations? Oui, Pierre Louot. Oui, tout simplement, l'énergie nucléaire a besoin de beaucoup d'eau. Est-ce vraiment compatible avec une politique environnementale qui tend à baisser le niveau des nappes et des cours d'eau depuis un certain nombre d'années en supprimant tous les barrages sur les ruisseaux, rivières et fleuves? Voilà tout simplement ma question. D'abord, le nucléaire n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Le nucléaire a besoin d'eau pour le refroidissement. Et le sujet qui est posé, ce n'est pas la quantité d'eau qui est accessible dans nos rivières pour le moment, et même avec des scénarios climatiques, et même dans le cadre, par exemple, de l'hiver. Le sujet qui est posé, c'est le rejet par la centrale nucléaire de l'eau dans son circuit de refroidissement qui a une température légèrement supérieure à celle de l'eau qui circule dans le ruisseau, la rivière, etc. On parle de quelques dixièmes de degrés. Parfois, moi j'ai signé des dérogations qui ont pu aller jusqu'à 1 degré supérieur par rapport au cadre existant. Et nous, notre sujet, c'est celui de la biodiversité. C'est pas, vous voyez bien que pour la question qui nous amène à encadrer ces rejets, c'est pour éviter d'avoir un impact sur la biodiversité de ces cours d'eau et qui nous amène à piloter effectivement ces dérogations. Et nous faisons un suivi systématique
de la biodiversité, de la faune et de la flore, non seulement en continu, mais par rapport aux dérogations qu'on a été amené à signer pour vérifier qu'effectivement, il n'y a pas d'impact nuisible à la biodiversité dans le flux. Je rappelle que les centrales ne consomment très peu d'eau in fine, puisque 98% de l'eau prélevée est restituée au milieu naturel. Donc c'est de l'économie circulaire. Allez, une dernière petite question de Martine Berthet. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'aimerais revenir sur le sujet des compétences. Nous allons commencer une mission d'information avec la délégation aux entreprises là-dessus. Et même si vous avez répondu à 2 questions qui ont été posées, tout de même, pouvez-vous nous dire à quel délai, dans quel délai de temps vous pensez pouvoir réunir suffisamment de compétences humaines pour mener à bien ces projets? Parce qu'on est là sur un projet de loi qui est pour accélérer la mise en œuvre du nucléaire, la remise en œuvre du nucléaire. Mais en fait, il va vous manquer le principal tout de même, les compétences humaines, même si vous nous dites que depuis 2019, vous êtes penché sur le sujet. Alors, je le redis, la première coulée de béton, elle est en 2027, qui appelle des compétences de génie civil. L'un des enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences avec, d'un côté, les sorties des entreprises qui travaillent dans le secteur nucléaire, c'est-à-dire les départs à la retraite, éventuellement les transferts à d'autres secteurs, mais il y a plutôt un maintien des personnes qui travaillent dans le nucléaire. Elles font leur carrière dans le nucléaire parce qu'il y a un élément d'intérêt et de passion de ces métiers. Donc d'un côté, la sortie, de l'autre côté, les besoins et la croissance des besoins, mais aussi avec le cadencement. Les soudeurs, je ne vais pas en avoir besoin la semaine prochaine. Les ingénieurs pour toute la partie design, effectivement, seront les bienvenus et assez vite, puisque nous avons à la fois les projets de gestion courante des centrales nucléaires aux meilleurs standards. Vous savez que nous avons un audit qui démontre qu'on peut gagner en moyenne 1 mois sur les arrêts de tranche et qui donc nous invite à réfléchir à un certain nombre de méthodes à mettre en œuvre. Ce que va faire EDF, ça va prendre 2 à 3 ans, mais derrière, il y a des besoins de compétences. Vous avez ensuite la préparation de la prolongation d'exploitation des centrales nucléaires, qui est un travail absolument massif qui démarre en règle générale 4-5 ans avant la visite organisée et qui suppose une documentation très importante d'une part, et qui va supposer aussi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, autant que possible, et en essayant de mieux croiser les expertises, par exemple avec le CEA, de regarder si, même dans la gestion courante, on ne peut pas s'assurer en anticipation d'avoir la meilleure maintenance possible pour pouvoir faire durer les centrales nucléaires le plus longtemps possible. Et puis, vous avez le programme nouveau nucléaire. Donc, on empile 3 objets qui sont absolument essentiels pour la tenue de notre trajectoire énergétique. C'est donc plus 40% d'effectifs d'ici 2030. Et mon premier enjeu aujourd'hui, c'est une question d'attractivité des métiers. C'est comment remplir les sections de bac pro, de soudeurs, d'électrotechniciens, de mécaniciens, etc. C'est ça le premier objectif. C'est tout l'enjeu d'ailleurs de la réforme du lycée professionnel. En creux, c'est comment on arrive à avoir l'appareil de formation le mieux adapté aux besoins, et derrière, comment on arrive à ce que cet appareil de formation accueille le mieux possible des jeunes qui soient au courant de ces métiers. J'ai porté cette casquette avec l'industrie pendant 4 ans, enfin avant avoir la charge de la transition énergétique. C'est une question récurrente. Comment amène-t-on des jeunes qui ne sont pas exposés familialement au métier de l'industrie et plus spécifiquement au métier du nucléaire à considérer ces carrières alors que
la perception partagée dans les médias, dans ce qu'on lit, c'est que l'industrie, l'usine, ce ne sont pas des endroits où on gagne bien sa vie, où on a des conditions de travail correctes, etc. Donc c'est ce regard-là qu'il faut aussi changer et sur lequel la question va bien au-delà des sujets de compétences. Vous avez raison de souligner que le sujet de compétences est majeur, puisque plus 40% d'effectifs, ce n'est pas l'épaisseur du trait. C'est intéressant néanmoins dans un projet d'entreprise, c'est que vous avez quand même peu de projets d'entreprise aujourd'hui qui disent on a un énorme projet industriel à porter et, bonne nouvelle, on va recruter plein de gens pour le porter. Je pense que ça, c'est un élément de mobilisation des équipes d'EDF et de fierté en interne. Peut-être ça sera aussi un enjeu de cumul emploi-retraite pour les équipes du secteur. En tout cas, moi, je compte aussi sur les deux entrées, les deux bouts de la filière, les jeunes et ceux qui arriveront à la retraite et dont on peut penser qu'on aura encore besoin des compétences et qu'il faudra réfléchir à une façon de les prendre avec nous, s'ils le souhaitent, le plus longtemps possible. Et vraiment pour finir, Franck Menonville, parce qu'après on doit laisser partir Madame la Ministre. Franck. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, une question extrêmement rapide. Quand surviendra l'annonce et dans quelle temporalité du choix des sites? Il y a eu des premières annonces et il y aura comment va se décliner ce calendrier? Petite question. Alors, les deux premiers sites ont été effectivement annoncés. Le troisième site est sur le Rhône. Là, il y a des analyses qui sont faites pour prendre en compte les questions que je mentionnais, notamment la question de l'adéquation de ces sites avec quelles sont les réserves foncières, quels sont les enjeux de refroidissement, quels sont les enjeux de sécurité, quels sont les enjeux de bassin d'emploi. Enfin, c'est tous ces éléments qui sont considérés pour que EDF nous fasse la meilleure proposition. Et sur la base des pour et contre de ces sites, on tranchera. Et puis, sur les 8 sites à venir, on est à peine au démarrage du scénario. Donc, pour le moment, ce n'est pas une décision de cette année.